Bonsoir. Donc c'est vrai que ce soir, on aura un petit format de conférence des jeudis d'histoire un peu différent que d'habitude. Habituellement, on a un conférencier qui fait une conférence d'une demi-heure, trois quarts d'heure, parfois une heure, ici dans cette pièce. Nous, on va vous faire une introduction sur la notion de collecte au musée de la ville de Bruxelles, mais la deuxième partie sera vraiment consacrée à descendre au premier étage et vraiment à la découverte du résultat de notre dernière collecte, donc Zinneke City. La conférence de ce soir, pour nous, c'était vraiment l'occasion. Cette collecte Zinneke, cette conférence, c'était l'occasion de nous plonger de façon plus générale sur la notion de collecte au musée de la ville de Bruxelles et de s'intéresser ainsi aux façons dont un musée acquiert des collections, on peut vraiment dire créer ses collections. Le musée de la ville a constitué ses collections par les trois moyens finalement assez classiques mis en œuvre de tout temps par les musées. Le musée a acheté, le musée a reçu et le musée a collecté. En effet, le fait de collecter est déjà une pratique développée dès le XIXe siècle à l'origine du musée. La collecte est cependant alors totalement orientée vers l'histoire urbaine, la ville en transformation. On vous a mis comme exemple ici le Saint-Jean-Népomucène, que vous pourrez voir au rez-de-chaussée avant de quitter les lieux, qui était donc une sculpture qui ornait un des ponts qui passait au-dessus de la Seine à Bruxelles. Et bien, au moment de la destruction du pont, quand la Seine a été voûtée et déviée, eh bien, la statue est rentrée au musée. Il y a donc un intérêt de collecter la ville qui disparaît à travers des objets témoins de cette disparition. À la Maison du Roi, donc, le cœur de la collection est principalement issu d'une collecte urbaine. Cette collecte d'objets, pour préserver la mémoire matérielle de cette ville en profonde mutation, est doublée par ailleurs d'une commande prestigieuse. Celle passée en 1872 au peintre Jean-Baptiste Van Mour, qui est décrit alors comme un pinceau de premier ordre, à qui la ville confie un reportage peint de la Seine avant voûtement. On peut considérer cet achat comme un continuum logique de la collecte d'objets. Après cette importante collecte de départ, le musée a fait accroître sa collection par de nombreux dons. Alors, un jeune musée a toujours la chance d'avoir énormément de mécènes et de donateurs. Ça fera l'objet de toute une conférence à soi tout seul, donc on ne va pas parler aujourd'hui des donateurs et du mécénat dans les musées. Mais disons que vraiment le cœur de la collection, c'est cette collecte de la urbaine, de la ville en disparition, les dons et bien sûr les achats. La politique d'acquisition s'est longtemps basée sur la conservation du beau Bruxelles. Quand je dis le beau Bruxelles, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est vraiment l'idée à l'époque, au XIXe et début du XXe siècle, de la beauté de la ville. On s'est intéressé bien sûr aussi à ses dirigeants et aux grandes productions artistiques. Bref, la politique d'acquisition du musée s'intéressait aux objets avec une valeur intrinsèque, presque universelle, reconnue de toutes et tous pour leur qualité. On est alors très loin de vouloir conserver de simples objets, ce patrimoine sans qualité. Alors, que personne ne le prenne mal, ce ne sont pas mes mots, c'est bien une analyse de ce changement d'idée et de paradigme sur les collections. En effet, on favorise à ce moment-là des œuvres, et non pas des objets, qui parlent d'elles-mêmes, alors que les objets qui nécessitent un récit pour en comprendre le sens ou l'intérêt ne semblent pas trouver assez de pertinence aux yeux de nos prédécesseurs. À quelques rares exemples près, je vais vous montrer cette petite énigme de nos collections. Ces clés se trouvent dans les réserves, sans documentation. Il s'agit donc, quand on n'a pas de documentation, ce sont simplement des clés. Or, ces objets assez banals peuvent devenir des témoins matériels si on peut leur adjoindre une valeur immatérielle, à savoir un contexte, une histoire. Moi, je rêve quand je vois ces clés. Moi, je vois les maisons
des marolles détruites pour la construction du palais de justice, je vois les maisons détruites pour le voûtement de la Seine. J'entends 1000 histoires, mais je ne les connais pas. Donc ça reste des clés. Avec cet exemple, on comprend que seule la documentation de ce type d'objet, sans qualité, lui donne du sens. Or, régulièrement, les musées sont confrontés à un manque de documentation dans le passé, ce qui crée une dissociation entre les objets et leur potentielle valeur. Les premiers musées à s'intéresser à ces objets banals sont les musées d'ethnographie et de folklore. Lévi-Strauss, en 1958, note déjà « Il ne saurait s'agir exclusivement de recueillir des objets, mais aussi et surtout de comprendre des hommes ». On se disait que si on avait dû écrire cette phrase aujourd'hui, on aurait peut-être préféré le mot « humain » à « homme », mais sinon, ça reste tellement vrai. Dans la seconde moitié du XXe siècle, un basculement a lieu et les musées de société, et en particulier les musées de ville, portent un intérêt nouveau au fait de collecter l'expérience humaine et la ville contemporaine. La première grande vague de cet intérêt pour ces nouveaux patrimoines se situe dans les années 90. La prise en compte par l'UNESCO en 2003 seulement du patrimoine immatériel va accélérer ces nouvelles pratiques. Mais il faudra attendre 2022 pour que la définition du musée donnée par l'ICOM, l'International Council of Museums, donc cette association qui donne les directives au musée, donc il faudra attendre 2022 pour que l'ICOM intègre ce changement de paradigme. On ne va pas lire la définition complète, mais vous voyez qu'en 2007, un musée est une institution qui acquiert. Quand on entend acquisition, notre cerveau pense achat. En 2022, donc très récemment, cette définition change et un musée devient une institution permanente qui se consacre à la collecte. Donc on ne parle plus d'acquisition, mais bien de collecte. Alors, quid de Bruxelles? On parle des musées qui changent de paradigme. À Bruxelles, en fait, finalement, ce n'est pas le musée de la ville qui sera le premier bon élève à s'intéresser à des témoignages de Bruxellois, Bruxelloises et de villes contemporaines. Ce seront les archives de la ville qui ont intégré la collecte dans leur fonctionnement de façon beaucoup plus régulière et bien plus ancienne que le musée. L'archiviste en chef est là, c'est Frédéric Boquet. J'ai très peur de dire des bêtises. Mais donc, je vais vous montrer un exemple d'une des collectes que les archivistes ont menées. Ici, c'est suite aux attentats à Bruxelles. Mais les archivistes ont aussi mené des collectes au moment du Covid, par exemple. Collecte chaque année, enfin peut-être pas chaque année, mais à chaque élection. Voilà, c'est une pratique que les archivistes ont intégrée depuis bien longtemps. Mais alors, quid de notre musée ? Cette notion de collecter la mémoire et les pratiques des habitants contemporains est arrivée seulement très récemment, ici à la Maison du Roi. Les premières collectes se sont concentrées sur l'histoire orale, les récits des égoutiers que vous pouvez entendre au musée des égouts, et le récit des habitants de Laken, Nederhoverenbeek et Aachen, collectés dans le cadre du 100e anniversaire de l'annexion de ces communes à la ville de Bruxelles. Donc on parle encore à ce moment-là de récits. Et quid des objets? Et c'est là qu'on va commencer à parler de nos collectes. Voilà. Alors, quid la collecte des objets au musée? Un premier vrai projet participatif de collecte des objets a été lancé en 2021. C'est notre collègue Gonzague Luvinage qui a mené ce projet en étroite collaboration avec les collègues des archives de la ville de Bruxelles, comme Bérangère le disait, déjà avec beaucoup plus d'expérience dans ce domaine que le musée. Donc ici, vous voyez une photo de la mini-exposition dans l'espace parenthèse, l'espace qu'on va visiter après, en 2022. Peut-être certains d'entre vous ont eu la chance de découvrir les objets en 2022. Et donc, c'était un moment pour présenter les premiers résultats de cette collecte. Cette collecte était, comme je l'ai dit, un projet participatif. Et donc, le musée s'est associé avec des personnes clés dans le milieu LGBTQIA+, bruxellois et des associations.
Et donc, en ce qui concerne les organisations, le Rainbow House a été crucial. Ils ont soutenu le projet à différents moments. Ils ont mis à disposition leurs locaux pour organiser une journée de collecte où on invitait à venir nous voir, discuter du projet, discuter des potentiels dons. Mais ils ont également joué un rôle en étant l'intermédiaire entre le musée et les archives d'un côté, l'institutionnel, si vous voulez, et les différents acteurs du monde associatif. Et donc ici, vous voyez un don du Rainbow House même, un ensemble de pins qu'ils ont distribués en 2021 pour promouvoir l'égalité des genres, célébrer la diversité des genres et aussi déconstruire des stéréotypes de genre. Un autre exemple très marquant est ce t-shirt de la première Pride à Bruxelles qui a eu lieu en 1997. Et donc, en gros, pour nous, le résultat de cette collecte était très réussi. Au musée, on a collecté plus ou moins 18 ensembles. Et aux archives, il y avait encore bien plus que ça. Dans le registre d'entrée, il y a 210 entrées. Et donc, cela montre pour nous aussi l'intérêt de ce type d'initiative. Ce n'est pas que collecter pour préserver, mais c'est aussi sensibiliser à l'importance de cette préservation du patrimoine encore très jeune, très récent. Et on veut aussi apporter un soutien au milieu associatif, où le soutien par les institutions n'est pas toujours évident. Et donc, avec ce genre de projet, on essaye aussi de tisser des liens, créer une bonne entente de confiance et d'ouverture. Et donc l'exposition dans l'espace parenthèse, dans cette optique, était très importante. Cela montre l'intention du musée de ne pas seulement préserver ce patrimoine, mais aussi de l'exposer, parce qu'étudier et valoriser ces histoires sociales, culturelles, économiques, très bruxelloises, à travers ou grâce à ces objets très divers, c'est un objectif très important pour nous en tant que musée de la ville. Et donc, pour revenir sur l'exposition, je pense que c'est aussi important de se dire qu'une exposition, pour nous, ce n'était pas la fin du projet. Pour nous, c'était une étape intermédiaire qui montre un premier aperçu de ce qu'on a récolté, mais qui montre aussi tout ce qui est envisageable et qui peut peut-être contribuer à montrer à d'autres partenaires potentiels ce qu'on fait et ce qu'on pourra encore faire et peut-être les convaincre à participer aux appels de collecte. Un autre type de collecte, un autre projet de collecte se situe dans un domaine très différent. C'est ce qu'on appelle la collecte Prucity en 2022. Ici, on n'est pas du tout dans le milieu associatif. Il s'agit d'une collecte menée au sein de l'administration de la ville de Bruxelles même. Pour contextualiser, l'inauguration de Prucity, donc le nouveau centre administratif rue des Halles en 2022, a aussi mené à un grand projet de déménagement des services administratifs de la ville. Donc l'ancien centre administratif a été vidé. Toutes les personnes, tous les services qui travaillaient à différents lieux ont déménagé vers Prucity. Et donc, ce qui dit déménagement dit aussi rangement. Et donc, différents services de la ville ont contribué à ce grand projet de déménagement, avec chacun avec ses compétences qu'il pouvait apporter. Et donc, bon, c'est surtout l'équipe des archives de la ville de Bruxelles qui a travaillé énormément pendant plusieurs mois, voire des années, pour aider les collègues de différents services à trier, classer les archives, trier tout ce qui se trouvait dans les caves de l'ancien centre administratif. Et donc, j'imagine qu'il y a des kilomètres d'archives, Frédéric dit oui, non? Oui, qui ont été transférés aux archives de la ville de Bruxelles, donc rue des Tanneurs. Le musée est rentré dans le jeu un peu plus tard, mais il y avait déjà des collections muséales qui étaient exposées dans différents lieux, dans différents espaces de l'administration. Et donc,
on a dû aussi déménager les pièces de collection du musée. Mais il y avait bien plus que ça. Ce déménagement nous a aussi permis de collecter un ensemble d'objets qui témoignent de l'histoire administrative de la ville même. Donc, c'est-à-dire vraiment le fonctionnement de la ville, mais aussi ce que la ville a produit pour ses citoyens ou comment la ville s'est présentée. Cette roue à tirage au sort est un objet très intéressant parce que c'est un témoin d'une pratique bien ancienne à la ville de Bruxelles. Donc, au début du XXe siècle, les pouvoirs publics avaient peu de budget pour financer leurs grands projets. Ça me semble quelque chose de tous les temps. Et donc, la ville empruntait et émettait des obligations. Et donc, pour attirer des citoyens à s'inscrire, une tombola, avec des lots parfois de très haute valeur, était organisée. Et donc, c'est en 1905 qu'un emprunt s'étalait sur 90 ans. Et donc, cette roue a servi pour le tirage au sort. Et pour la petite histoire, le dernier tirage au sort a eu lieu donc en 1995. Hélas, la plupart des détenteurs d'obligations étaient décédés à ce moment-là. Mais donc ça, c'est une histoire qu'on ne connaissait pas. Et donc on trouve très intéressant qu'on a pu faire entrer cet objet dans les collections du musée. Au-delà des objets historiques, il y a aussi ce que la ville a produit pour ses citoyens. Il s'agit souvent de la promotion, où, par exemple, on a les gobelets des plaisirs d'hiver, mais aussi des objets pour des campagnes de sensibilisation, par exemple ce préservatif qui en est un témoin. Et donc, lors de cette collecte Brucity, un total d'environ 25 ensembles est rentré dans les collections. Un dernier exemple qui peut peut-être révéler beaucoup sur le fonctionnement d'une administration communale, ce sont des cachets qui datent d'entre les années 1950 jusqu'à il y a très récent. Et ces cachets, ça permet aussi de retrouver des traces matérielles de procédures à la ville, de législation, de la question du bilinguisme à Bruxelles, de l'autoreprésentation d'une ville. Ce collecte et ce déménagement est donc une étape importante dans la préservation de, si vous voulez, notre propre fonctionnement et ceux de tous les collègues dans cette grande structure qui est la ville de Bruxelles. Mais il y a bien plus que ça, Bérangère. Bon, moi je vais vous parler de notre troisième collecte. C'est évidemment ma préférée, donc je vais devoir faire très attention de ne pas m'étaler parce que ce n'est pas le sujet vraiment de ce soir. La troisième collecte, menée au musée, concerne les plaques de rue. Alors, le point de départ, c'était se poser la question comment parler dans notre musée des grands enjeux contemporains des villes d'aujourd'hui, qui sont souvent les mêmes dans toutes les villes occidentales. Mais comment est-ce qu'on va faire pour parler de ces sujets de façon typiquement bruxelloise, avec un ancrage bruxellois? Quand je parle des grandes questions qui traversent nos villes aujourd'hui, bon, on a le réchauffement climatique, mais on a la décolonisation de l'espace public, la féminisation de l'espace public. Eh bien, pour avoir une incarnation bruxelloise de ces enjeux, les plaques de rue nous ont semblé pertinentes. Bon, c'est pas tout de se dire on va faire rentrer des plaques de rue pour peu qu'on en trouve certaines qui viennent illustrer ces thématiques. Encore faut-il aller les chercher. Et vu que nous sommes des conservateurs de musées et pas des voleurs, eh bien on ne va pas dans la rue de nuit pour aller décrocher les plaques. Donc, on prend contact avec les 19 communes bruxelloises et précisément avec les services de voirie. Bon, vous ne serez sans doute pas étonnés, nous n'avons pas eu 19 réponses, hein. Pas du tout. D'ailleurs, le plus simple était quand même encore de commencer chez soi, par les entrepôts et les hangars de la ville de Bruxelles. On se déplace avec certains critères pour nos recherches. Je vous ai dit, féminisation de l'espace public, décolonisation de l'espace public.
On avait aussi en tête déjà de pouvoir parler de ce rapport assez complexe région-commune. Nos visiteurs qui viennent, beaucoup des touristes qui viennent à Bruxelles, quand ils atterrissent à Zaventem, ils arrivent à Bruxelles. Quand ils viennent à Bruxelles, en fait, ils viennent à Bruxelles. Savoir s'ils sont à la ville de Bruxelles ou s'ils sont en région bruxelloise, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, on réfléchissait ici, au musée de la ville de Bruxelles, quelle est notre zone géographique, de qui doit-on parler, de quoi doit-on parler. Et en fait, par les plaques de rue, il y a moyen de montrer ce lien très particulier. Je vous le montrerai un peu plus tard. Je vous ai dit, c'est un sujet qui me passionne, donc je dois faire très attention. Et donc, on va à la recherche et, coup de chance, en arrivant à XL, qui a eu la très grande gentillesse de nous répondre, eh bien, en farfouillant dans les plaques, on trouve toutes celles qui avaient été enlevées de l'espace public, soit parce que trop rouillées, soit parce que les noms, il y avait des fautes ou que sais-je. Et donc là, on tombe sur une des plaques qui ont été modifiées par des activistes qui ont beaucoup milité pour la création d'une place Patrice Lumumba à Bruxelles. Au départ, c'est une plaque de la rue de l'Athénée. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir évidemment aussi comment ces plaques de rue, un objet si commun et si connu de tous, peut faire passer un message et intégrer ce message dans un tissu urbain. Donc, en tant que musée de ville, c'est intéressant de voir quels sont les moyens de communication avec la population. Je vous parlais de féminisation. Bon, ben voilà, on a pu essayer de trouver quelques exemples pour montrer comment, aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur le fait qu'il y a à peine quelques années, 4% seulement du territoire bruxellois portait le nom de femme, et la plupart du temps, elles étaient soit reines, soit saintes. Et voir comment est-ce que cette réflexion est entrée dans les pratiques aujourd'hui, avec une accélération, évidemment, et bon, on ne va pas parler de ça parce qu'on va pouvoir parler du fait que ce sont des ruelles, des impasses, pas des grands boulevards, mais tout ça, c'est un autre sujet. Et par contre, je vous disais la différence de pouvoir montrer dans la matérialité des plaques l'idée de la région ou des communes. Là, vous voyez Uccle, ville de Bruxelles et XL. En fait, quand on va d'une commune à l'autre, on voit juste des plaques bleues avec un lettrage blanc. Et en fait, chaque commune a des plaques extrêmement différentes. Vous voyez ici, par exemple, XL, elle a une forme très particulière et elle a l'arbre qui est l'emblème de la commune d'XL. Là où la ville de Bruxelles, vous voyez le Saint-Michel. Vous voyez que Saint-Michel a déjà changé de tête en quelques années. Donc voilà, retracer toute cette histoire-là nous semblait intéressant pour nous et pour aborder ces questions. Bon, cette collecte nous a aussi permis de s'intéresser à la matérialité de ces plaques et de découvrir le champ de recherche possible sur les essais et les erreurs. Quand est-ce qu'on a commencé ces plaques? Comment est-ce qu'on les a mises au mur? Quels ont été les matériaux utilisés? Les disputes au collège communal sur « mais comment est-ce possible? Vous avez quand même vu qu'à Paris, ils avaient déjà réussi à faire des choses qui étaient lisibles, même de nuit, alors que chez nous, et à Namur, c'est tellement mieux d'aller relire tout ça pour aller voir quand est-ce qu'on commence cette pratique assez uniforme aujourd'hui de la plaque émaillée. » Donc ici, vous avez des exemples de Saint-Gilles, donc des plaques qui sont en faïence. J'essaie encore, si jamais vous vous promenez à Saint-Gilles et que vous en voyez encore une en faïence dans un mur, faites une photo et envoyez-la nous, s'il vous plaît. Et voilà, ce qui était amusant, c'est que cette collecte nous a permis également de redécouvrir, avec ces nouvelles lunettes d'analyse, donc de recherche dans nos collections, des choses qui viennent parler de ces questions de nommage de l'espace public, de comment est-ce qu'on garde la mémoire de ces espaces à travers potentiellement des plaques. Et bien, ça nous a permis de redécouvrir des anciennes plaques entrées il y a bien longtemps dans les collections. Déjà avec cette idée de collecte. C'est un donateur qui nous a donné ça en 1958. Il s'agit de 2 rues et impasses des Marolles détruites en 1958 pour la construction des logements sociaux. Eh bien, un monsieur bien sympathique a compris l'intérêt de garder, après disparition de la voirie, de garder une plaque avec le nom. Parce que, voilà, un espace disparaît, mais son nom reste. Et on a fait don au musée. Et ça nous a permis aussi de redécouvrir celle-ci, qui est vraisemblablement une plaque de 1850,
et peut-être même le seul exemple qui existe encore de plaques sur métal avant la mise en place de cette habitude de les faïencer. Voilà, cette collecte, toujours en cours, parce que je vous assure qu'il y a des personnes au service de la voirie qui se sont pris de passion pour cet intérêt, de voir qu'en fait, le fait qu'eux impriment des plaques de rue pour mettre dans la voirie, en fait, a un intérêt historique, sociologique derrière le fait de juste avoir une plaque. Et bien maintenant, il n'y a pas un mois qui se passe sans que ce monsieur de la voirie m'appelle plein d'enthousiasme en disant « Bérangère, j'ai une nouvelle plaque pour toi ». Et donc, ça devient carrément problématique. J'ose plus regarder mes collègues qui doivent après en prendre soin, les conditionner, les documenter, les inventorier. Et donc, aujourd'hui, depuis le lancement de la collecte, on est à 41 plaques de rue entrées dans les collections. C'est encore très raisonnable, hein, c'est ça que vous pensez. Je trouve aussi. Mais ne dites pas ça à notre gestionnaire de collection qui est là, qui passe des heures à les conditionner. La dernière collecte en date, hein, c'est celle que vous allez pouvoir découvrir dans quelques minutes au premier étage, c'est la collecte Zineke City. Donc, après des décennies consacrées à, disons, des vues de ville, mais également des vues ou des objets témoignant de la richesse des productions d'art à Bruxelles ou d'art décoratif, nous avons souhaité aujourd'hui mettre en valeur un tout autre patrimoine en replaçant l'humain, les Bruxellois, les Bruxelloises au cœur de nos réflexions, au cœur du sujet et finalement enrichir avec ces pièces les collections et le musée de demain. Alors, on n'a pas entendu 2024 pour se questionner et enrichir les collections avec des œuvres qui mettent en lien des récits migratoires ou issus de la migration. Là, vous avez un tableau de Mock et Fils, le Matongué, qui date de 2013 et qui a été acheté en salle de vente par le musée en 2021. Ce tableau est donc Mock et Fils est un artiste congolais qui représente ce quartier d'Ixelles et la vie foisonnante belgo-congolaise dans ce quartier. Un autre exemple, un an plus tard, Oussama Tapti réalise Parlophone, donc en 2021, et s'est acheté par le musée auprès de l'artiste en 2022. Donc le principe de l'artiste est de récolter des témoignages oraux qu'il compile à travers des sonnettes récupérées, rafistolées littéralement, comme on peut les trouver au rez-de-chaussée des immeubles et des maisons bruxelloises typiques. Donc par exemple celle-ci, à travers différentes sonnettes, vous pouvez actionner des témoignages oraux dans différentes langues pour vraiment représenter la grande diversité bruxelloise. Là, ici, vous avez par exemple un témoignage en turc, en anglais et également des témoignages en français. Alors, l'importance de ce projet, c'était qu'il soit participatif. Il y avait également d'autres pistes qui étaient envisagées. On aurait pu se contenter d'achats classiques à travers l'aide, pourquoi pas, d'un comité d'acquisition, mais on a trouvé vraiment qu'il y avait beaucoup plus de force, beaucoup plus d'incarnation et d'engagement à travailler avec la participation d'acteurs, entre autres des associations, des personnalités politiques plus ou moins célèbres, par exemple, et également les Bruxellois et Bruxelloises. Une grande difficulté que nous avons rencontrée dans ce projet, c'est évidemment de réussir à convaincre les gens, convaincre tout un chacun de l'importance des pièces qui peuvent parfois paraître anecdotiques. On s'est retrouvé assez fréquemment à devoir essayer de convaincre des particuliers de l'importance de leurs objets pour rentrer dans les collections d'un musée. Il y a parfois une sacralisation des collections muséales. Là, ici, vous avez donc les donatrices qui posent à côté d'un ensemble de baptêmes chypriotes qui lie justement la bruxelloise Katharina Papadopoulos à cette pièce et qui lie deux cultures et deux pays. Les associations ont également participé, ont été vraiment
actrice principale de nos démarches. Donc, ça nous a toujours demandé un grand temps, je dirais, d'adaptation, de démarchage, d'échange, de mails et également d'échanges physiques, toujours dans ce souci de trouver des personnes intéressées pour nous donner des objets significatifs, parfois anecdotiques, mais liés toujours à un récit. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est également l'élément immatériel lié à des pièces matérielles, même si elles peuvent sembler anecdotiques de prime abord. Là, c'est l'association des commerçants de la rue de Brabant qui ont offert un service à thé marocain qui est exposé au premier étage et qui marque non seulement la qualité de ces services qu'on trouve à Bruxelles, mais également la riche vie commerçante de cette artère bruxelloise qui traverse Scarbeck, Saint-Josse et qui compte plus de 300 commerces avec une fréquentation estimée à 15 000 piétons quotidiens. Donc on peut comme ça évoquer toute une série de sujets à partir d'un élément de base qui peut sembler anecdotique d'un point de vue strictement matériel. Alors je parlais de personnalités politiques en l'occurrence. Là vous avez le don de Pierre Compagnie. J'ai repris quelques exemples à côté. Vous avez entre autres un portrait qui s'est inspiré de l'affiche électorale. Donc Pierre Compagnie qui a été bourgmestre de Gansoren entre 2018 et 2022, qui a donné toute une série de pièces au musée, mais également qui a fait don, et là plutôt à destination des archives, vous voyez, d'une caisse avec toute une série de documents alors qui vont rejoindre le service des archives de la ville de Bruxelles. Alors, au-delà de la collecte auprès de particuliers, auprès d'associations ou de personnalités, on a tenu à enrichir la collecte par certaines acquisitions. Là, vous avez un tableau d'Abdallah Alomari, réalisé entre 2017 et 2024, qui est un réfugié syrien et qui questionne justement la situation des politiciens s'ils étaient replacés, si leur destin était échangé avec ceux de migrants. Voilà. Et ce tableau est également à voir au premier étage dans quelques minutes. Alors, quand on parle de collecte, je parlais parfois de la difficulté de valoriser des pièces, de trouver des pièces significatives pour les collections muséales de la part d'entités, qu'elles soient physiques ou morales. On a également, par moments, l'inverse. On se retrouve parfois avec un très grand nombre de pièces. Et là, par exemple, vous avez une caisse, il y en avait 6 ou 7, comme celle-là. Et donc, on se retrouve avec des centaines de pièces. On ne peut pas, évidemment, tout conserver. Donc il y a aussi l'idée d'un grand échange avec ces acteurs pour pouvoir sélectionner les pièces les plus significatives et peut-être les plus justes, les plus intéressantes pour les générations futures. La collecte contemporaine a cette contrainte qui est vraiment omniprésente, c'est de pouvoir collecter au plus juste en sachant qu'on n'a jamais le recul par rapport aux générations futures et par rapport aux choix actuels que nous réalisons. Donc tout ceci, toutes ces démarches demandent évidemment un budget important, du personnel, du temps, ce besoin constant de convaincre justement et de garder des échanges essentiels pour documenter, entre autres, les différentes pièces qui rejoignent les collections. Pour celle-ci, donc vous avez vu, on part de centaines de pièces pour finalement arriver à une sélection de 5 pièces qui sont 5 offrandes du jour des morts de l'association du Dia de Muertos dans les Marolles, qui chaque année, le 1er novembre, réalise un hôtel des morts avec des offrandes qui sont accrochées en hommage aux défunts à cet hôtel. Et donc là, c'est après de nombreux contacts, de nombreux échanges pour sélectionner les pièces les plus significatives actuellement et probablement pour le futur également. Vous voyez aussi que les pièces sont reprises sur notre inventaire en ligne, donc c'est une première valorisation. La seconde, vous allez la voir un peu plus tard,
Donc c'est l'exposition. Donc c'est deux manières de valoriser ces pièces. Au terme de l'exposition, ces pièces devront également être conditionnées. Donc il y a un temps important qui est requis pour pouvoir conditionner ces pièces dans de bonnes conditions. Là, vous avez un exemple avec les plaques de rue qui ont été évoquées plus tôt par Bérangère. Vous avez ici une boîte qui demande environ, par exemple, une demi-journée de préparation pour le conditionnement de ces plaques. Donc c'est aussi un travail qui est fait alors en aval, mais qui n'est pas à négliger. Alors, l'intérêt de ces collectes, c'est également de pouvoir questionner les communautés, d'ouvrir le champ des possibles, d'étoffer un peu nos recherches. Et cette ouverture nous permet d'interroger les collections préexistantes. Par exemple, ici, vous avez un glacier qui se situe au niveau de la place des Palais en 1921. Mais après, on peut se questionner par rapport à la nationalité italienne du glacier. Et la recherche, l'ouverture du champ de la diversité nous permet également d'avoir une nouvelle vision sur notre communication, sur notre médiation par rapport à nos œuvres et de constamment être dans l'interrogation des pièces que nous croyons connaître et d'étoffer alors leur fiche d'inventaire et les informations qui les concernent. Une autre pratique, à part de ces collectes, c'est ce qu'on appelle les pratiques des one-shots, où sans aucune notion participative ou collaborative, nous décidons de faire rentrer ponctuellement des pièces dans les collections. Ici, vous avez un exemple avec ces pavés des mémoires qui ont été donnés au musée par l'Association de la mémoire de la Shoah. Donc, ce sont des pavés qu'on retrouve un peu partout à Bruxelles, au niveau des voiries. Donc, c'est des pavés qui sont vraiment intégrés dans la voirie, généralement en face des domiciles des personnes victimes du nazisme. Un autre exemple, toujours dans cette ordre d'idée, donc là j'ai repris 3 exemples. En 2024, vous aviez les pavés, vous avez ici les poupées en lutte, donc pour le droit au logement. C'est une association Lire et Écrire qui œuvre entre autres pour défendre le droit à un logement décent pour tous et toutes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont évidemment concernées par ce sujet. Et là, vous avez un ensemble de 43 poupées qui ont été réalisées comme une plainte par rapport aux problèmes de salubrité, de conditions des logements, de prix de l'immobilier à Bruxelles. Et donc voilà, on a été mis en lien avec cette association qui nous a fait don de cette pièce. Et alors, une dernière pièce que je vous montre, là, c'est des bonbonnes de protoxyde d'azote qui ont été littéralement ramassées dans la rue, mais qui questionnent également l'époque contemporaine à Bruxelles, et pas qu'à Bruxelles, mais entre autres à Bruxelles, d'un point de vue de la santé publique et également d'un point de vue économique. Voilà. Alors maintenant, je vous invite évidemment à venir voir l'espace parenthèse qui se trouve au premier étage, mais je dirais que ce projet d'espace parenthèse est un élément ponctuel, mais qui sera suivi par beaucoup d'autres et qui ne s'arrête pas maintenant. Donc ici, on reprend un flyer pour vous inciter aussi à participer à ces projets. Quand on parle de participation, ce n'est jamais lié à un moment particulier. On a des moments des souffles, on a des moments d'impulsion, mais l'idée, c'est quand même de construire la collection du musée avec vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets, si vous avez des idées, des histoires, des récits racontés. Je suis certain qu'on pourra toujours les mettre en lien avec des objets qui vous sont personnels. Et finalement, la matérialité de l'objet sera un élément parmi d'autres pour raconter votre récit. Et voilà, la collection du musée se construit donc avec les Bruxellois, donc avec vous. Merci. Merci Bérangère, Maric et Julien pour votre présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, des interventions. Non, je
voulais savoir, après les attentats de Malbec et de Zaventem, on avait dit qu'on allait collecter tous les objets et tout, parce qu'il y avait... tout ça était exposé devant la bourse. Qu'est-ce que c'est devenu, tous ces objets? Ces dessins et tout et tout. Donc, cette collecte, comme je l'ai très rapidement évoqué, a été réalisée par nos collègues des archives de la ville de Bruxelles. Et donc tout ça est conditionné, étudié en cours d'inventoriage, encore parce que c'était énorme, aux archives de la ville, rue des Tanneurs. Et donc si vous voulez en savoir vraiment plus, je donne le micro à Frédéric Boquet, qui est notre archiviste en chef et qui est là. Et juste devant... Voilà. Donc s'il y a vraiment des questions ponctuelles, je vous invite à en parler alors avec lui s'il y a des objets en particulier qui vous intéressent. Oui, donc au niveau des objets et des documents, c'est surtout les documents en fait, qu'on a collectés, donc les documents papier qui étaient déposés devant la bourse et aux stations de métro Malbec. Au niveau des objets, c'était un petit peu plus compliqué. Donc ce qu'on a fait, ce sont des séries de photos. Donc on a collecté de mémoire, je crois que c'est 4500 messages et on a plus de 2000 photos également qu'on a réalisées in situ pour préserver donc des traces en tout cas de ce qui avait été déposé, donc les objets, les dessins à la craie qui disparaissaient parce que 2 jours après les attentats il pleuvait, donc ça, on a été directement faire des photographies. Et alors, tout ce qui était dessin, message écrit, en tout cas sur papier ou sur carton, ça, on a récolté. Donc là, c'est encore en cours de traitement ici aux archives de la ville. On a justement une personne qui travaille à temps plein dessus, ouais, à la rue des Tanneurs. Voilà, et juste vous préciser, merci Frédéric. Et juste pour vous préciser, madame, comme vous êtes venue un peu après, les collègues en ont parlé et justement, ils ont montré cette photo qui est une de ces photos qui ont été récoltées suite aux attentats. Oui, et alors je voulais dire aussi, justement par rapport à ces photos et ces dessins qui ont été récoltés, il y a eu une année, je me souviens qu'on les a vus défiler sur les panneaux publicitaires. C'était au cours d'une commémoration de la Xème année des attentats. Donc je ne sais plus, il y a combien de temps. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait refaire, par exemple, chaque année? Il me semble que ça s'est fait qu'une seule fois. Et donc ça défilait dans les rues, sur les panneaux, comment on appelle ça, les panneaux... Oui, genre du coup... Les city displays, je crois qu'on dit. Ouais. Alors, la partie plus commémorative, ça, c'est vraiment des choix qui sont plus politiques. Donc, nous, au niveau des archives ou des musées, on va avoir une programmation de valorisation de nos collections, qui sont parfois, bien sûr, liées à l'actualité, mais on ne peut pas, il y a tant d'actualité, qu'on ne va pas pouvoir ou souhaiter suivre systématiquement. Par contre, au niveau politique, là, il y a vraiment des choix de valorisation de certains événements, comme Mannequin Peace, chaque année, par exemple, est revêtu du costume des pompiers qui a été remis en hommage des pompiers qui ont travaillé ce jour-là. Mais donc ça, c'est vraiment, à ce moment-là, un choix de programmation plutôt politique qu'une programmation scientifique qui est, à ce moment-là, pensée dans les musées ou dans les archives. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Je me suis demandé, parce que je suis bénévole à Pink Springs, le festival du film LGBT de Bruxelles, et on est en pleine réflexion sur répertorier nos archives et ensuite que faire avec nos archives. Et en vous écoutant, il me semble que les musées s'axent surtout sur des objets. Et je me suis demandé, d'un point de vue institutionnel, est-ce que les archives de la ville de Bruxelles sont liées au musée? Est-ce que ce sont des institutions séparées? Parce que j'imagine que pour tout ce qui est, par exemple, PV et documents écrits, on se dirigerait plutôt vers les archives et les fonds sous Denis Allagan. Mais pour tout ce qui est objet, genre on fait des sacs. Pendant plusieurs années, on a fait des tote bags avec le visuel de l'édition de l'année. Et aussi, naturellement, des affiches et des catalogues. Donc ça serait éventuellement plutôt chez vous. D'ailleurs, j'en ai vu dans les photographies. Du coup, voilà, je me suis demandé... c'est plutôt 2 questions, pardon. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, en effet, la ville de Bruxelles a la chance d'avoir un service des musées et un service des archives. Ils sont 2 gros services. Et ensemble, on conserve le patrimoine de la ville. Et donc, quelque part, quand on offre à la ville de Bruxelles de savoir si après ça rentre rue des Tanneurs aux archives ou dans le service des musées, ça reste un don qui est fait
à la ville, ça rentre dans le patrimoine de la ville de Bruxelles. Et après, c'est étudié et conservé par les équipes qui ont les meilleures compétences ou les meilleurs moyens physiques, parfois simplement donc les réserves adéquates, les compactus adéquats pour pouvoir conserver. Et donc, traditionnellement, en effet, tout ce qui est archives administratives, archives de la police, et tout ça, c'est vraiment de l'archive. Vous le trouverez rue des Tanneurs, chez les archivistes. Et les musées se concentrent plus sur ce qui est des collections uniques, et donc ce qui va, ou de production d'art, ou d'objets, voilà, vraiment le 3D, quelque chose qui va rentrer plutôt alors dans nos collections. Et même quand ça rentre chez nous, la question se pose, est-ce que ça rentre ici à la Maison du Roi, ou est-ce que nos collègues du musée Mode, qui conservent énormément de tenues, n'ont pas les meilleures compétences pour la conservation. Donc on peut ici à la Maison du Roi prendre le choix de faire rentrer quelque chose dans les collections, mais in fine, ça sera conservé par nos collègues rue de la Violette du musée Mode, parce que c'est là qu'il y a les réserves et les connaissances, les mannequins pour faire les photos, enfin tout ce qui va avec la meilleure conservation et valorisation. Donc en fait, ça reste vraiment une démarche que la ville de Bruxelles va collecter. Et c'est pour ça que j'ose pas relancer, enfin je pense qu'on n'ose pas relancer trop vite des collectes, parce qu'en fait on sait que quand les gens donnent, c'est souvent des choses qui vont rentrer aux archives, et qu'un jour les archivistes vont arrêter de nous parler, ce qui n'est pas le but, parce que vraiment on les aime bien et qu'on a vraiment beaucoup besoin d'eux. Mais donc c'est vrai qu'en objet finalement nous on va garder, on disait quelques dizaines d'entrées, alors qu'en documents il y a souvent beaucoup plus, et ça rentre à ce moment-là aux archives. Mais donc et alors la question de savoir, voilà, est-ce que Pinscreen aurait intérêt ou pas à faire confiance aux institutions pour pouvoir garder et archiver la mémoire de l'association? Il est sûr et certain qu'il y a un intérêt, que les archives de la ville existent depuis les musées depuis le 19e. Donc c'est sûr qu'on a un devoir de conserver pour les générations futures, et les moyens. Alors quand je dis les moyens, c'est pas que on roule sur l'or, hein, hélas, mais néanmoins, on a les moyens de le faire. Les compétences scientifiques, les compétences en conservation. Et donc, il ne faut jamais hésiter à faire au moins la démarche. Et si même un donateur devait avoir des choses qui relèvent plus de l'archivistique, et dedans des objets qui viendraient plus du côté musée, le don, lui, reste un don unique. Après, savoir où est-ce que physiquement il sera conservé, c'est presque pas grave, ça reste des ensembles avec une documentation collective. J'ai répondu? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on va continuer ce débat dans un instant au premier étage, où vous aurez l'occasion de voir la mini-conférence la mini-expo, merci Bérangère, qui est organisée au premier étage dans l'espace capsule. Et à ce sujet, Julien, je te présente mes excuses, parce que c'est vrai que j'ai présenté la directrice des musées, la responsable de la Maison du Roi, mais je ne t'ai pas présenté comme le commissaire de l'exposition. Donc voilà, j'ai oublié tout de même de te présenter à ce niveau-là. Donc Julien est le responsable de cette exposition que vous allez pouvoir visiter avec lui au premier étage. Vous expliquer les prochains événements que nous organisons tout de même, hein, parce que j'aime bien faire ma pub après la conférence. Au mois de juin, dans le cadre de Brussels Renaissance Festival, j'ai inversé les lignes, excusez-moi. Notre prochain conférencier, c'est Jonathan Dumont, qu'on a déjà rencontré ici d'autres fois. Il travaille pour le Centre d'études médiévales de Vienne, et il va nous parler sur l'avènement et tout le mythe et toute la légende autour de l'acte d'émancipation de Charles de Habsbourg, donc Charles Quint. Au mois d'octobre, vous risquez d'être encore plus nombreux à venir, parce qu'on va parler du jeu de balle, mais pas de la place, mais du vrai jeu de balle, le jeu de paume. Cela nous sera présenté par Benoît Goffin, qui est chargé de mission à l'espace Wallonie-Bruxelles, dont vous saurez tout, enfin, sur ce fameux jeu de balle au mois d'octobre. En décembre, nous allons avoir en néerlandais une vidéoconférence sur un sculpteur, Georges Houtson, que vous pouvez rencontrer dans plein de monuments à Bruxelles, notamment la Maison des Chats ou la Fontaine en Spac. Mais surtout, mon coup de pub personnel, il est au mois de mai. Je suis en charge également de l'organisation du Printemps des cimetières, et les 17 et 18 mai aura lieu, dans le contexte de Bruxelles
2025, année Art déco. Nous organisons au cimetière de la ville de Bruxelles à Evere des activités. Donc, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site du musée, ainsi vous recevez les informations. Il y aura des visites nature le matin à 9h30. Et à partir de 10h, vous avez des visites sur l'art déco qui partent toutes les demi-heures en français, en néerlandais et en anglais. Et le dimanche, il y a même des activités pour les enfants, parce que nous avons également un partenariat avec les classes du patrimoine qui viennent de réaliser une publication justement sur le décodage des cimetières en région bruxelloise. Alors maintenant, je pense que comme vous avez tous terminé vos questions, encore remercier Bérangère de Lavellée, Marieke de Bardemaker, Julien Bohin et Niels Latom, notre preneur de son de Bruxelles nous appartient, grâce à qui, comme disait Bérangère tout à l'heure, vous allez pouvoir nous écouter sur notre chaîne de YouTube. Merci aussi à vous pour votre participation. Et maintenant, descendons progressivement au premier étage avec notre commissaire de l'exposition. Merci à tous, à bientôt.